Ensuite, vous m'avez posé une question plus précise et visiblement un peu brûlante, qui est celle, Madame Genevard, de la question du caractère constitutionnel des dispositions du texte sur l'éducation en famille. Je dis question brûlante parce que, alors même que je ne savais pas que mon nom figurait sur le site internet de l'Assemblée nationale, j'ai reçu plusieurs dizaines de courriels, ce qui montre que, vous en êtes témoin, Madame Telade, je ne savais pas à quelle heure exactement j'étais programmé, mais d'autres savaient. Donc, visiblement, il y a des groupes de pression bien constitués sur le sujet. Bon, je vous le confirme. J'imagine. En tant que déontologue, lorsque j'étais déontologue, je recevais beaucoup de choses aussi, mais là, je ne m'attendais pas à ce flot. Et je ne m'attendais pas à ce flot de la part de voilà. Bon. Alors, mon avis est, au risque de vous décevoir, c'est vrai que cet article 21 qui, alors, comment vous dire, comme juriste, je vais vous présenter ça comme si j'étais avocat ou professeur effectuant une consultation. Je vous dirais qu'il y a un risque de contrariété à la Constitution, mais qui, à mon sens, n'est pas très élevé. Il n'est pas inexistant, mais il n'est pas très élevé. Enfin, il n'est plus très élevé après le passage au Conseil d'État. Alors, qu'est-ce qui peut faire penser qu'il y a un risque de contrariété à la Constitution? C'est que, effectivement, c'est une disposition, l'article 21, qui substitue un régime d'autorisation au régime préalable, qui était un régime de déclaration. On sait que le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, n'aime pas beaucoup ça. C'est exactement le même mécanisme qui avait provoqué la grande décision inaugurale, celle qui a fait émerger le Conseil constitutionnel, la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association, où le législateur, à l'époque, avait entendu substituer un régime d'autorisation au régime de déclaration. Donc ce mécanisme, ce passage, on va dire, il est hautement suspect. Et le juge qui voit ça dans un texte, évidemment, va y prêter attention. Pour les juristes, c'est le passage de ce qu'on appelle un régime préventif, auparavant un régime répressif, c'est-à-dire l'autorité administrative intervient après que la liberté soit exercée, et là ce serait un régime préventif, c'est-à-dire que l'autorité administrative intervient avant que la liberté puisse s'exercer. Donc effectivement, la constitutionnalité de ce point de vue paraît douteuse. Alors cela dit, il faut regarder dans le détail. En 1971, ce qui était convoqué, c'était la liberté d'association, qui n'est pas la moindre des libertés, puisque c'est la liberté qui permet l'exercice d'autres libertés. C'est une liberté qui permet la liberté de formation des partis politiques, qui permet la liberté d'expression, etc. Bon, ici, c'est le droit à l'instruction. Le droit à l'instruction est un droit... Ce n'est pas le professeur d'université qui va vous dire le contraire. C'est un droit extrêmement important, mais qui, on va dire, dans la galaxie des droits fondamentaux et des libertés publiques, ne jouit pas d'une densité comparable à d'autres droits, comme la liberté d'expression, la liberté d'association ou la liberté de réunion. C'est sûr. L'alinéa 13, alors vous savez, il y a deux sources au droit à l'instruction qui sont applicables en droit français, deux sources principales. C'est l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. Celui-ci ne nous apprend pas grand-chose. En gros, il dit que l'instruction doit être laïque, très bien, gratuite, égale, etc. Et que le droit à l'instruction est un devoir de l'État. Il y a une obligation positive de l'État. Mais il ne dit rien de l'instruction en famille. En revanche, comme vous le savez, ça a été un débat au Conseil d'État,
l'article 2 du protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme est beaucoup plus explicite, puisque lui prévoit expressément la question de l'instruction en famille, en prévoyant qu'il y a bien un droit à l'instruction en famille. L'État, ce que dit cet article dans sa deuxième partie, c'est que les États membres du Conseil de l'Europe doivent créer les conditions pour que l'instruction en famille soit possible. Donc, si on s'arrêtait à la lecture en particulier de cet article 2 du protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, on pourrait considérer que votre article 21 est condamné et qu'il va encourir immanquablement la censure de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vous le savez, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il n'y a pas de consensus entre les 47 États membres du Conseil de l'Europe sur ce point, et elle renvoie, comme elle le fait bien souvent sur ces questions un peu délicates, elle renvoie à la marge nationale d'appréciation. Donc les États peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Pas tout à fait, mais presque. Donc, à mon avis, une censure du Conseil constitutionnel est assez improbable sur le fondement de l'alinéa 13. Une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme est hautement improbable sur le fondement de l'article 2 du protocole numéro 1, d'autant que la rédaction actuelle de l'article 21, je ne sais pas comment elle évoluera, mais la rédaction actuelle à l'issue du passage devant le Conseil d'État, me paraît quand même, on va dire, préserver l'essentiel. En réalité, tout réside... alors effectivement, on renverse, on passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Donc le principe est maintenant celui de l'interdiction, mais le champ des dérogations est tellement large, et en particulier le quatrièmement, qui prévoit, vous le savez, l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il me semble que cette condition permet finalement de lever le doute sur la question de la constitutionnalité. Honnêtement, le dispositif me paraît équilibré. Alors évidemment, on ne peut pas préjuger de ce que pourrait être une décision du Conseil constitutionnel. Et pour répondre précisément à votre question, Madame Genevard, il y a donc un risque d'inconstitutionnalité, mais à mon avis, compte tenu de la rédaction de la dérogation prévue notamment au quatrièmement, dérogation qui est tout de même très large et qui conduit finalement à renverser le principe, je pense que l'exigence de proportionnalité dans le respect du droit à l'instruction est là respectée. Donc, je ne veux pas, il ne faut jamais préjuger d'une décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, mais je dirais que le risque est faible. On pourra y revenir si vous le souhaitez.